أكد المنافقين لا يعلمون. تدريب عسكري في بلاد الشام 5/2013. نساء يضرب مال بومباكشن. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الله أكبر والعزة لله لا إله إلا. Ummu Taweb, de son vrai nom Émilie Koenig, figure aujourd'hui sur la liste noire des terroristes étrangers en Syrie, établie par le département d'État américain. Quand je l'ai connue, elle s'appelait encore Émilie, ou Samra, son prénom de conversion. Je l'ai rencontrée plusieurs fois chez elle dans le cadre de ma recherche sur le voile intégral. C'était 2 mois avant son départ en Syrie. Elle m'avait dit être admiratrice de Ben Laden et avoir beaucoup pleuré quand il est mort. Elle se disait fascinée par les armes, mais à l'époque, je ne l'avais pas prise au sérieux. Pour moi, c'était une jeune femme de la classe moyenne souffrant de solitude, à la recherche de sensations fortes. Bien qu'elle ait commencé à porter le niqab après la loi d'interdiction, elle se plaignait de la pression sociale qu'elle subissait. Elle était en rupture avec la société et se disait incomprise. Mais jamais je n'aurais imaginé qu'elle passerait à l'acte. Pourtant, quand je l'ai découverte sur cette vidéo qu'elle a postée 1 an après son départ, j'ai retrouvé sa volonté de revanche contre tous ceux dont elle s'estimait être la victime. Alors, comme tu es venue me rendre visite, je t'ai fait des crêpes au mille trous. Sincèrement, j'ai été humiliée, quoi. Je suis française, d'origine française, d'accord. J'estime être un être humain, j'estime que j'ai droit au respect, je respecte autrui, donc j'ai droit au respect, tout simplement. Je suis pas un monstre, je suis loin d'être un monstre. Si maintenant les gens ils me voient comme ça, mais qu'ils m'ignorent, s'ils sont intelligents. Je me dirigeais pendant que mes enfants étaient à l'école à la mairie pour régler une facture de cantine. Et vers la mairie qui est juste collée au commissariat de Boulogne, une voiture banalisée en fait qui s'est interposée devant moi. Donc ils m'ont demandé de décliner mon identité. Je l'ai fait, il n'y a aucun souci. J'ai donné ma pièce d'identité. J'ai demandé s'ils voulaient que je lève mon niqab, mais dans un endroit un peu plus isolé pour que les gens ne le voient pas, mon visage. Ils m'ont répondu qu'il y avait une femme qui arrivait. La policière est arrivée. Elle est arrivée, elle m'a palpé violemment. Et elle m'a même palpé les parties intimes. Hein. Ce contrôle en fait devant la mairie, sincèrement, m'a traumatisée en rentrant dans la mairie. Je me suis écroulée par terre en pleurs. Je me suis sentie franchement sale. Depuis cette loi, on nous vise vraiment du doigt. Je suis seule avec mes enfants. Comment je vais gérer? Alhamdoulilah, quand j'étais à Lorient, j'avais des frères, par exemple, qui, quand ils sonnaient chez moi, les enfants descendaient et ils les amenaient à l'école, parce que l'école en Bretagne m'avait fait des problèmes concernant mon voile, parce qu'il y a des parents qui s'étaient plaints. Donc la directrice, elle était venue me voir en me disant que je dérangeais, qu'il fallait trouver une solution. Il fallait trouver une solution. Elle est pas mal celle-là. Et du coup, j'ai trouvé une solution, mais bon, j'étais quand même... c'est aberrant de devoir demander à un tel d'amener ses enfants à l'école, de ne pas pouvoir aller les chercher parce que je dérange. Je suis une femme avec des valeurs respectueuses. Alors pourquoi on ne me respecte pas? Pourquoi j'ai choisi Boulogne? Ouais. Pour avoir une meilleure qualité de vie, mais en fait, je me rends compte que Boulogne, en fait, c'est pas si bien que ça. Mais maintenant, pour mes enfants, c'est sûr que l'environnement est mieux. Donc, alhamdoulilah. Mes voisins, je m'entends très très bien avec eux. C'est une femme très très gentille. Machallah, vous voyez, pourtant elle est chrétienne, voilà, mais je m'entends très très bien avec elle. Quand je secoue mon chiffon dehors ou autre, on reste discuter ensemble. Enfin, j'ai aucun souci avec mon voisinage, vraiment. C'était une fille qui était sympa, qui
qui était, pour moi, elle aime la vie, elle aime les gens. Donc c'est une personne qui m'a fait une très bonne impression, une fille sensible, gentille, qui aime rire, qui aime la vie. Je me suis convertie il y a 10 ans et maintenant ça fait 2 ans que je le porte. Alhamdoulilah. Et je n'étais pas mariée quand je l'ai porté parce que j'étais divorcée. Parce que mon ex-mari, lui, ne pratique pas, ou du moins pratique à la carte. On va dire que c'est un musulman complexé. Je refuse que l'homme qui me sollicite me demande de le retirer. J'ai eu un frère d'Allemagne qui m'a demandé, saoudien. Pourtant, il me demandait, le temps qu'il exerce la médecine en Allemagne, de porter le hijab et des grosses lunettes. Moi j'ai refusé carrément, j'ai refusé la main du frère, tout simplement. Je n'ai pas retiré mon niqab, je me suis désavouée de dunya. Donc il est hors de question que je revienne sur mes positions passées qui sont pour moi maintenant péchées. Ah, ça c'est le drapeau du Tawhid. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Voilà, je le mets sur la télé parce que je ne regarde pas trop la télé, alors je me suis désavouée de ça aussi. Donc le drapeau, il est très très bien là, et puis en même temps, ça me rappelle à chaque fois que je passe devant que chaque minute, il faut qu'il soit là. On a travaillé ensemble sur le cas d'Émilie Koenig depuis 2012. Elle a eu une enfance, donc de ce point de vue-là, qui a l'air d'être une enfance petite bourgeoise, pavillon de banlieue, mais toujours avec cette idée d'absence du père. Elle se convertit aux alentours de l'âge de 17 ans, fin d'adolescence, et elle se rapproche d'un individu, elle se marie même avec un individu qui est proche du milieu de la drogue, de la petite délinquance. Elle subit ces violences, donc des violences conjugale, elle essaye de lui échapper, elle est dans toute une série de péripéties. À l'évidence, c'est une femme qui a une vie chaotique, une vie compliquée, une vie difficile. D'après ce que je comprends, son père l'a abandonnée, elle a eu des métiers très difficiles, elle a travaillé comme barmaid dans une boîte de nuit ou quelque chose de ce genre, elle a eu un premier mari, elle a eu un enfant avec un autre, etc. Et jamais, je ne pense pas que cette femme ait été heureuse. Je pense que cette femme a toujours été dans la souffrance. Dans son cas, il ne s'agit pas de marginalité sociale. C'est une fille issue d'une famille française. Il y a d'une part la crise des banlieues, l'islam, la religion, liée à l'immigration, liée à tout ce qu'on raconte sur les banlieues, c'est pas la peine de faire un long dessin. Et puis d'autres ont dit, mais non, il y a aussi des gens comme cette femme qui habitent des villes où il n'y a pas un immigré à la ronde ou presque, où il n'y a pas une mosquée, qui sont de familles catholiques, il y a même un ou deux cas de familles juives, il y a qui sont de couches moyennes, enfin bref, des gens qui n'ont rien à voir au départ avec cette question, disons, des banlieues. Mais il ne faut pas complètement séparer ces deux logiques, parce qu'elles se croisent, elles s'interpénètrent, elles se nourrissent l'une l'autre. Cette femme a des accointances avec des gens qui relèvent de la première logique, alors qu'elle-même, elle est complètement, me semble-t-il, née de la seconde logique. Ce n'est pas qu'elle est quelqu'un, cette femme. C'est pas quelqu'un qui a vécu en banlieue, qui n'avait pas sa place à l'école. C'est pas du tout ça, cette femme. Elle se radicalise au sens où elle s'extrémise, elle essaye d'entrer dans des groupes qui sont des groupes justement reconnus comme étant antisociaux comme Forzane et Aliza. J'ai connu Samra quand je faisais partie de Forzane et Aliza. Et c'était une personne qui aurait voulu aussi en faire partie dans les débuts, mais à ce moment-là, c'était pas forcément possible. Je suis rentrée chez Forzane parce que c'était des gens qui se battaient pour la liberté d'agir, la liberté de penser même, j'ai envie de dire, et parce qu'ils n'étaient pas du tout d'accord avec la loi qui allait passer quelques mois plus tard sur l'interdiction de dissimuler le visage sur l'espace public. Nous allons vous montrer ce que nous pensons de cette loi nauséabonde, destructrice, qui a décomplexé les plus fachos
Oui, Samra m'avait contacté parce qu'elle aurait aimé donc pouvoir intégrer Forsan. Abou Hamza n'acceptait plus personne. Elle n'est pas vraiment acceptée parce que ça sera à la fin de Forsan et Aliza où ce groupe devient un petit peu parano. Elle utilise le fait que le leader du groupe va être comment dire, arrêté dans un procès pour dire qu'elle le défend, pour se rapprocher d'eux. Si aujourd'hui je suis ici au tribunal de Paris, c'est pour tout simplement soutenir mes frères de Forsan contre cette injustice qui a été faite par le gouvernement et entre autres par M. Guéant, que je trouve ça normal que frères et sœurs Filah, on doit soutenir nos frères qui sont injustement punis par cette discrimination islamophobe. Mes chers frères et sœurs, voilà ce que je fais du code pénal, moi. Voilà ce que je fais de ce code pénal qui ne nous respecte pas. Si aujourd'hui je porte le masque chirurgical, c'est que vendredi je suis venue au tribunal pour soutenir mon frère Abou Hamza. 10 CRS qui m'ont interpellée à la sortie de Métro Cité. Alors le niqab, tout simplement je le porte parce que je le ressens le besoin et pour me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et Inch'Allah bi'ibnillah gagner Firdaus. Précisons qu'elle fait partie de ces filles qui ne mettaient pas le voile intégral avant la loi. Elle fait partie de ces filles qui mettent le voile après la loi, c'est-à-dire dans cette logique du désir de revanche, dans la continuité de sa biographie finalement. J'accepte des petits compromis, mais sincèrement, à contre-cœur, sachant que je me repentis après. Parce que pour moi, c'est une désobéissance pour Allah Azzawajalla, c'est tout. Alors dans ma aqida, j'ai toujours été ferme. Et je resterai ferme jusqu'à mon dernier souffle. Que ça plaise ou non à la France, à l'État français, je resterai toujours ferme. Là, je suis rentrée dans le tribunal, j'ai rusé, donc je leur ai montré vite fait mon visage. Là, je le remets au maximum que je peux en fait, pour pouvoir assister au tribunal et voir le verdict en fait, s'il le donne aujourd'hui ou pas, quoi. C'est une affirmation, c'est une construction de soi. Il y a quelque chose qui est évidemment de l'ordre de la provocation, mais ce qui me frappe le plus dans son propos, c'est que c'est un propos entièrement tourné sur la société française. Je ne vote pas. Je ne vote pas pourquoi? Parce que les politiciens, pardon, les politiques, tout simplement, les politiques sont contre nous. Sont contre nous, femmes musulmanes, contre nous, musulmans, contre les lois divines. Et les lois divines, elles ne sont pas monstrueuses, elles veulent le bien à l'humanité. Donc il faudrait qu'ils arrêtent de stigmatiser un petit peu les musulmans. Je ne supporte plus le regard des gens ou la discrimination des gens, c'est horrible. Voilà une femme qui nous dit discrimination, je suis victime, je suis maltraitée d'une façon ou d'une autre, non respectée. Elle ne nous dit pas du tout, ailleurs dans le monde, il y a des tyrans, il y a des horreurs. Bon. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette femme qui va ensuite rejoindre Daesh, ou ce qui sera Daesh en Syrie, cette femme donc va s'engager dans un autre combat. Elle est dans un processus de reconstruction d'un sens qui, pour l'instant, quand on la voit dans sa cuisine, est encore un sens ici, en France, la police, la justice, etc. Ils ont été manipulés par Nicolas Sarkozy, qui nous a détruites par sa haine sioniste, islamophobe. Et j'assume, et je regarde droit à la caméra en pensant ce que je pense de M. Sarkozy. Parce qu'il n'a rien arrangé du tout. Mais alors rien du tout. Quand on voit la première dame de France, comment... j'ai honte d'avoir eu une première dame de France comme sa femme, sincèrement. Une dévoreuse d'hommes, je suis désolée, c'est pas une bonne image pour un pays. L'usage du niqab par Émilie, je peux le qualifier d'une démesure, d'un excès de rejet de son identité occidentale, familiale. Quand j'ai commencé à porter le niqab, plus je le mettais et plus j'avais envie de le remettre. Maintenant, c'est ma deuxième peau.
Si je l'enlève, on voit mes os. Elle a quitté une identité de femme française, chrétienne, bretonne ou vivant en Bretagne. Elle s'est fabriquée elle-même autrement. Et pour se fabriquer autrement, elle le dit très très nettement, elle a choisi de se voiler et elle dit bien c'est ma deuxième peau, c'est ma peau. Autrement dit, elle s'est construite même physiquement. La peau symbolique a fait défaut, donc elle a eu recours à une peau secondaire, artificielle, à savoir le voile intégral. Quelques semaines avant son départ en Syrie, elle m'a appelé plusieurs fois sur mon portable. Elle était dans une situation de grande détresse. Elle n'arrivait plus à surmonter les insultes dont elle faisait l'objet dans la rue. Ses comptes avaient été gelés et elle avait été trompée par son petit ami belge rencontré sur les réseaux sociaux. Il s'était présenté comme un compagnon de Ben Laden et lui avait demandé une photo d'elle nue qu'il a publiée ensuite sur Internet. Si cette femme a donc été séduite un temps par quelqu'un qui s'est fait passer pour un lieutenant de Ben Laden, apparemment, et qui lui a fait miroiter le djihad, et qui lui a demandé pour prix d'un mariage une photo nue, elle a quand même un peu manqué de jugeote, parce que c'est pas très musulman tout ça, me semble-t-il. Mais enfin, si elle a accepté ça, ça veut dire que cette femme aussi a une énorme soif d'amour. Cette femme n'a pas été aimée. Elle est tombée amoureuse d'un homme qui incarnait ses grandes valeurs héroïques. Ça lui a coûté cher parce qu'elle s'est fait rouler dans la farine par un escroc. Ça l'a peut-être aussi renforcée dans sa recherche du grand amour vraiment djihadiste. La chose sexuelle est très importante dans le djihadisme. C'est une révolution des jeunes, une révolution sexuelle, sauf qu'elle s'étaye sur l'idéologie djihadiste. Donc, ça permet de faire l'amour au nom de Dieu. Ça permet d'avoir des relations libres, mais sous couvert de religion. Quand on essaie de savoir qu'est-ce qui s'est passé qui explique le passage à l'acte ou le passage à un acte important, comme le fait de quitter la France pour cette femme, on ne sait pas grand-chose en général. C'était passé un détail alors qu'elle était mûre, mais elle n'était peut-être pas mûre à 100%. Et peut-être que quelqu'un... C'est comme les gens qui se suicident et dont on regrette après coup de ne pas avoir perçu les appels au secours. J'en peux plus, ça devient insupportable maintenant. Et je songe à faire la hijra avec mes enfants. Une fois que la santé de mon fils sera un peu plus stable, je souhaite faire la hijra. Alors je sais pas, l'Angleterre ou le Yémen. Le Yémen, j'aimerais beaucoup. Parce que je m'intéresse beaucoup à la médecine prophétique et je sais que le Yémen... Il y a toutes les plantes pour la médecine prophétique. Inch'Allah, bi'ibnillah, j'aimerais bien aller là-bas. Et là, elle va partir en Syrie, et c'est l'Émilie Koenig qui va faire parler d'elle une fois qu'elle sera en Syrie. Elle va se marier avec un individu sur place qui se trouve être français, et c'est là qu'on la voit tirer au fusil, et où elle se la joue elle joue cette espèce de rôle de la djihadiste violente, en guerre, virile, et où elle va se faire connaître en étant une des premières femmes, ou peut-être même la première femme, je crois, sur la liste Washington des djihadistes terroristes reconnus internationalement. Donc c'est toujours ce désir qu'on retrouve chez les femmes, justement, c'est ça qui est intéressant, alors que si on était vraiment dans le salafisme traditionnel, ça serait seulement chez les hommes. Là, c'est des femmes qui sont paradoxalement dans ce désir de virilité, donc ça l'excite en quelque sorte. Son parcours est intéressant parce qu'il est idéal typique au sens où il est caricatural du parcours de beaucoup de ces djihadistes, dans ceux qui sont les plus instables et qui peuvent effectivement
revenir sur le territoire européen pour commettre des attentats. Quand on regarde ensuite des profils comme ceux de Mohamed Merah, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont comparables. Bien sûr, il y a des choses différentes, mais il y a des choses qui sont comparables. Le rapport au père, le rapport à l'individu dérégulé, l'islam comme étant cette espèce de recours antisocial et en même temps ce rapport à la virilité, à une certaine recherche d'héroïsme désespéré. Moi, je pense qu'effectivement, Émilie Koenig, telle qu'on la voit, bon, c'est quelqu'un qui peut potentiellement être dangereuse. Voilà. Il va falloir attendre. Oh, la bonne crêpe. Alors là, tu vois, on attend qu'il y ait plein de petits trous. Mohamed, je ne veux pas t'entendre. Oh là 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 là. Mohamed, tu t'assois là, je veux plus t'entendre. Plus le quotidien de la maison, du foyer que je dois tenir parce que je suis une femme. Je suis une mère. Donc faut que j'assume mon devoir de maman. Attends, je te le lis. Tu vois pas qu'on fait quelque chose ? Le fait que d'un côté, elle soit dans un discours qui effectivement ressemble au discours salafiste classique, c'est-à-dire elle est une femme, elle le dit même, elle doit s'occuper de ses enfants. Mais on sent bien d'ailleurs dans le film qu'elle a du mal à s'occuper de ses enfants. C'est l'ambivalence, elle est certainement très ambivalente envers ses enfants. Elle doit les aimer et les détester à la fois. Et cette ambivalence, elle provient de l'ambivalence certainement de ses parents, de son père. Elle a abandonné ses enfants comme elle a été abandonnée. Il y a quelque chose qui me frappe. Cette femme est portée par une force considérable. Il y a vraiment une dynamique et c'est elle qui impulse cette dynamique à partir de ses choix, à partir de ses propres décisions qui vont jusqu'à la faire laisser de côté ses enfants. Sa subjectivité la porte à nier tout ce qui a été son existence jusqu'ici, y compris des enfants. Parce qu'en fait, en réalité, c'est une femme moderne et qui est dans une sorte de désir d'aventure, qu'elle veut faire de sa vie quelque chose. Elle se comporte finalement comme une célibataire. Elle a du mal même à supporter ses enfants, donc elle veut sauver la face. Mais on sent que les enfants, c'est difficile pour elle. D'ailleurs, elle finit par partir sans eux. Elle se sent pas spécialement bien pour ça, donc elle essaye de se justifier, mais néanmoins c'est comme si son héroïsme, le fait qu'elle devienne vraiment une djihadiste lui permettait de les laisser. Et ça, c'est l'idéologie de Daesh, qui est finalement assez moderne et qui, dans un certain sens, permet d'exprimer une certaine forme de féminisme, ne serait-ce que parce qu'elle peut être djihadiste en tant que femme et elle peut porter le fusil avec cette espèce de côté viril. Donc, j'allais dire, le terrorisme islamique version Daesh comporte aussi un certain nombre d'innovations complètement adaptées à la modernité, y compris à des revendications féministes. Que Samra ait laissé ses enfants, c'est une chose que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Beaucoup de personnes ont essayé de la raisonner du temps où elle avait encore des contacts avec les gens sur les réseaux sociaux. Il y a des textes, il y a des gens qui savent très bien manipuler les textes, qui savent très bien manipuler les gens et qui laissent entendre qu'il est une priorité pour une femme de quitter une terre comme la France pour aller dans un pays entre guillemets dit islamique. Il est préférable pour elle qu'elle parte là-bas plutôt qu'elle reste ici avec ses enfants. Voilà, ça c'est le genre de discours qu'on fait rentrer dans le crâne de ce genre de personnes. L'idéologie de Daesh joue effectivement, puisqu'on parle de rédemption, sur la rédemption tous azimuts des gens qui se sentent coupables, y compris à l'intérieur d'un islam qui serait rigoriste, et c'est ce qui les distingue finalement des salafistes purs et durs. Parce que les salafistes purs et durs, ceux qui veulent ressembler donc vraiment aux compagnons du prophète, aux pieux ancêtres, salaf, eh bien eux n'accepteraient pas ça. Ils n'accepteraient pas par exemple qu'elle ait dû laisser ses enfants en France. Et elle, probablement, se sent coupable. Comme elle se sent coupable d'avoir été barwoman dans le milieu de la nuit, de la drogue, d'avoir côtoyé peut-être le milieu de la prostitution pendant des années. Donc le fait que Daesh, le milieu de Daesh, propose une rédemption tous azimuts au nom d'une martyrologie, d'un héroïsme qui permet de tout effacer, ça semble être bien commode pour des gens comme elle qui ont une tendance à se sentir probablement facilement coupables de ne pas être une vraie, une authentique, une pure musulmane.
C'est pour ça qu'elle a choisi le nom de Taweb, en espérant qu'elle soit nettoyée de cette impureté. Plus que la hargne, je vois sa volonté de plaire à son homme. Et je vois sa quête de reconnaissance, coûte que coûte, quitte à ce qu'elle devienne une djihadiste. C'est-à-dire que finalement, même ceux qui sembleraient être éjectés du salafisme pur et dur, eh bien, ils peuvent être récupérés par Daesh. C'est ça qui me semble être extrêmement intéressant.